Le système solaire n'a pas la frontière rigide qui apparaît dans la plupart des manuels scolaires. Les schémas standards suggèrent qu'une fois que vous avez dépassé Pluton, le voisinage prend fin. Vous atteignez le bord et il n'y a plus qu'un espace vide. Mais de nouvelles données ont prouvé que cette idée était fausse. La région au-delà de Neptune n'est pas vide. Il s'agit d'un immense anneau chaotique de débris connu sous le nom de ceinture de Kuiper. C'est la troisième zone de notre système solaire et elle est peuplée de milliards d'objets gelés. Le problème est que ces objets ne se comportent pas comme le prévoyaient nos modèles. Les observations récentes du télescope spatial James Webb et les études terrestres montrent des éléments qui ne devraient pas être là. Nous voyons des anneaux qui défient les lois de la gravité, des planètes naines géologiquement actives et des preuves que le système solaire s'étend bien plus loin que ce que tout le monde avait calculé. Cette région n'est pas seulement un cimetière de vieilles roches, c'est un environnement dynamique qui renferme les plans originaux de notre planète. Si vous pensez que la carte de notre système solaire est complète, vous allez avoir un choc. Pour nous aider à découvrir la suite, pensez à vous abonner. Voyons donc ce qui se passe réellement dans l'obscurité au-delà de Pluton. Pour comprendre pourquoi ces objets sont si étranges, nous devons d'abord comprendre où ils se trouvent. On pense souvent à tort que la ceinture de Kuiper est une bulle géante qui enveloppe le système solaire comme une coquille. Il s'agit en réalité du nuage d'Oort, qui est beaucoup plus éloigné. Un réservoir de comètes distants, de forme approximativement sphérique, s'étendant jusqu'à 100 000 unités astronomiques ou plus. La ceinture de Kuiper est différente. Elle a la forme d'un beignet. Les astronomes appellent cela un TORM. Il s'agit d'un disque plat et épais qui s'aligne presque parfaitement avec les orbites des principales planètes. En revanche, la ceinture d'astéroïdes interne entre Mars et Jupiter est un anneau plus étroit composé principalement de restes rocheux et métalliques, façonnés par la gravité de Jupiter et la chaleur solaire intense qui y a vaporisé la glace. Si vous regardiez le système solaire de côté, la ceinture de Kuiper ressemblerait à une large autoroute s'étendant depuis l'orbite de Neptune. Cette structure nous indique exactement comment elle s'est formée. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire était un disque tournoyant de gaz et de poussière. Le Soleil s'est formé au centre et les planètes se sont formées à partir de la matière qui tourbillonnait autour de lui. Mais le processus n'a pas été propre. Il a été chaotique. La formation des planètes géantes a laissé derrière elles une quantité massive de matériaux résiduels. Dans le système solaire interne, la chaleur du jeune Soleil était trop intense pour que la glace puisse survivre. C'est pourquoi la ceinture d'astéroïdes interne entre Mars et Jupiter est principalement composée de roches et de métaux. Mais au-delà de Neptune, il fait suffisamment froid pour que tout gèle. Les objets de la ceinture de Kuiper ne sont pas seulement des roches, ce sont des glaces durcies. Les astronomes les appellent des volatiles. Ils sont composés d'eau gelée, d'ammoniac et de méthane, qui sont aussi durs que le granit. Il s'agit du matériau de construction originel de notre système, conservé dans un froid intense pendant des milliards d'années. L'échelle de cette région est difficile à visualiser. Elle commence approximativement à l'orbite de Neptune, à environ 30 unités astronomiques du Soleil. Elle s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques. C'est une superficie énorme. Si on la compare à la ceinture d'astéroïdes, il n'y a pas photo. La ceinture de Kuiper est environ 20 fois plus large et contient des centaines de fois plus de masse. Ce n'est pas simplement un espace vide avec quelques roches à la dérive. C'est une autoroute très fréquentée. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les modèles actuels suggèrent que les planètes géantes, en particulier Neptune, ont dérivé vers l'extérieur au début de leur histoire. À mesure que Neptune s'éloignait du Soleil, sa gravité agissait comme un chasse-neige. Elle a poussé ces débris de plus en plus loin jusqu'à ce qu'ils se stabilisent dans l'anneau que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi cette région est importante. Lorsque nous observons la ceinture de Kuiper, nous ne voyons pas seulement des roches froides. Nous voyons les restes de la formation de la Terre et de ses voisines. C'est le seul endroit où nous pouvons voir les ingrédients bruts du système solaire avant qu'ils ne soient cuits ou transformés par la chaleur. Mais si la ceinture elle-même est stable, les objets qu'elle contient sont beaucoup plus diversifiés que nous ne le pensions. Le premier objet que nous devons examiner est Arrokoth. En 2019, la sonde New Horizons a survolé cet objet. Il est situé à plus de 4 milliards de miles de la Terre.
Avant ce survol, les astronomes n'avaient aucune idée de son apparence. Les meilleurs télescopes terrestres ne pouvaient le voir que comme un simple pixel lumineux. Lorsque les images sont revenues, elles ont montré quelque chose qui n'avait aucun sens. Harrokot n'est pas rond. Il ressemble à deux crêpes rouges collées l'une à l'autre. Il comporte un grand lobe et un petit lobe reliés par un col étroit. Les astronomes appellent cela un binaire en contact. Cela ressemble un peu à un bonhomme de neige, mais en beaucoup plus plat. Cette forme étrange a résolu un problème majeur en physique. Pendant longtemps, deux théories s'affrontaient sur la formation des planètes. L'une d'elles affirmait qu'il s'agissait d'un processus violent. Elle suggérait que des roches s'étaient percutées à grande vitesse, se brisant et se reformant jusqu'à former quelque chose de plus grand. L'autre théorie était beaucoup plus calme. Elle suggérait que la poussière et les cailloux s'étaient gentiment agglomérés dans l'obscurité. Harrokot prouve que la deuxième théorie est correcte. Si Harrokot s'était formé à la suite d'une collision violente, les deux lobes seraient nés brisés ou fissurés. Mais ce n'est pas le cas. Le point de jonction entre eux est lisse et intact. Cela nous indique que ces deux objets ne sont pas entrés en collision. Ils ont dérivé l'un vers l'autre très lentement. Ils ont probablement orbité l'un autour de l'autre pendant longtemps, se rapprochant de plus en plus jusqu'à se toucher doucement et fusionner. La vitesse de cette collision était incroyablement lente. Elle s'est produite à peu près à la vitesse d'un homme qui marche. C'est important, car Harrokot est un fossile. Contrairement à la Terre ou à Mars, Harrokot n'a pas changé depuis le jour où il s'est formé. Il n'y a pas de volcan, pas de tremblement de terre et pas d'atmosphère pour l'éroder. Il est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 4,5 milliards d'années. En l'observant, nous voyons le processus exact qui a construit le système solaire. Nous savons désormais que les éléments constitutifs de nos planètes ne sont pas nés d'une explosion. Ils ont commencé par un doux accostage. Cependant, tout n'est pas aussi calme dans la ceinture de Kuiper. Alors qu'Harrokot a dérivé tranquillement pendant des milliards d'années, d'autres objets de la région enfreignent les lois de la physique de manière beaucoup plus agressive. Si Harrokot nous montre le côté calme de la ceinture de Kuiper, d'autres objets nous montrent son côté violent. Le meilleur exemple en est Haumea. Haumea est une planète naine de la taille de Pluton, mais elle est complètement différente. Elle n'est pas sphérique. Elle a la forme d'un ballon de rugby ou d'un œuf aplati. Cette forme s'explique par sa vitesse. Haumea tourne plus vite que tout autre objet de grande taille dans notre système solaire. Une journée sur Terre dure 24 heures. Une journée sur Haumea dure moins de 4 heures. Cette rotation est si intense qu'elle étire physiquement la planète. La force centrifuge tire l'équateur vers l'extérieur, aplatissant les pôles et allongeant le corps. Si elle tournait plus vite, elle se déchirerait probablement. Nous pensons que cette vitesse est due à une collision massive qui s'est produite il y a des milliards d'années. Quelque chose a percuté Haumea, l'a déséquilibrée et l'a envoyée dans cette rotation rapide. Ce même choc a probablement créé ces deux lunes et un système d'anneaux qui entoure la planète. Mais Haumea n'est pas la seule à posséder un anneau. Cela nous amène à Quaoar, qui est peut-être l'objet le plus déroutant de toute la région. Quaoar est une planète naine dont la taille est environ la moitié de celle de Pluton. Pendant des années, les astronomes ont pensé qu'il s'agissait simplement d'une boule de glace banale. Puis, en 2023, ils ont découvert un anneau autour d'elle. Les anneaux sont généralement faciles à expliquer. Ils existent grâce à la gravité. Chaque planète est entourée d'une ligne invisible appelée limite de Roche. Si une lune s'approche trop près d'une planète et franchit cette ligne, la gravité de la planète la déchire. Les débris se dispersent alors et forment un anneau. Si les débris se trouvent à l'extérieur de cette ligne, c'est l'inverse qui se produit. La gravité agglutine la poussière et les roches jusqu'à former une lune. La règle est simple. À l'intérieur de la ligne, on obtient des anneaux. À l'extérieur de la ligne, on obtient des lunes. Le problème est que l'anneau de Quaoar se trouve au mauvais endroit. Il est situé à plus de 4000 km de la planète, soit 7 fois le rayon de Quaoar lui-même. C'est bien au-delà de la limite de Roche. D'après notre compréhension actuelle de la physique, cet anneau ne devrait pas exister. À cette distance, les particules de l'anneau auraient dû s'agglomérer pour former une lune en quelques décennies. Mais ce n'est pas le cas. Elles flottent toujours librement dans une boucle stable. Cela contredit nos modèles standards d'accrétion. Certains astronomes pensent que les particules pourraient être incroyablement rebondissantes, entrant en collision comme des balles en caoutchouc
plutôt que de s'agglutiner comme de la neige. D'autres pensent qu'une petite lune invisible pourrait guider l'anneau et le maintenir stable. Quoi qu'il en soit, Quaoar prouve que nous ne comprenons pas entièrement le fonctionnement des anneaux. Ces objets réécrivent dans les règles de la mécanique planétaire. Mais il existe une planète naine dans la ceinture de Kuiper qui remet en question une hypothèse encore plus importante. L'idée que ces mondes lointains sont morts. Lorsque nous parlons de la ceinture de Kuiper, nous devons parler d'Eris. C'est cet objet qui a contraint les astronomes à redéfinir ce qu'est une planète. Lorsqu'il a été découvert en 2005 par Mike Brown et son équipe, il a posé un problème car il semblait plus grand que Pluton. C'est cette découverte qui a conduit à reclasser Pluton en planète naine. Si nous savons aujourd'hui que Pluton a un diamètre légèrement supérieur, Eris reste nettement plus massive. Mais Eris n'est pas simplement une copie de Pluton. Elle est bien plus extrême. Eris est incroyablement éloignée. Elle orbite à environ 6 milliards de miles du Soleil, soit environ 3 fois plus loin que Pluton. À cette distance, le Soleil ressemble à une simple étoile brillante dans le ciel. En raison de son éloignement, les températures sont proches du zéro absolu. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé qu'Eris était complètement morte. Le raisonnement était simple. Elle est trop petite et trop éloignée du Soleil pour avoir une quelconque chaleur. Elle devrait être un bloc de glace solide gelé qui n'a pas changé depuis des milliards d'années. Mais les données récentes du télescope spatial James Webb suggèrent que cela est faux. Webb a observé la lumière réfléchie par Eris afin de déterminer la composition de sa surface. Il a détecté une grande quantité de glace de méthane. C'est là que la chimie devient intéressante. Il existe différents types de méthane. Certains sont primordiaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents depuis la formation du système solaire. D'autres sont récents, c'est-à-dire qu'ils ont été créés récemment par des processus géologiques. Les données de Webb montrent que le méthane présent sur Eris est récent. Cela ne devrait pas être possible sur un monde mort. La seule explication est que l'intérieur d'Eris est chaud. Il est probable qu'il possède un noyau rocheux contenant des éléments radioactifs. Lorsque ces éléments se désintègrent, ils libèrent de la chaleur. Cette chaleur fait fondre la glace interne et crée un océan de neige fondue ou d'eau qui se déplace lentement sous la croûte. Finalement, cette pression s'accumule et s'échappe à la surface. Elle libère du gaz et du liquide qui gèlent instantanément et recouvre la surface d'une couche de glace blanche fraîche. Cela explique pourquoi Eris est si brillante. Elle réfléchit presque toute la lumière qui la frappe, car elle se renouvelle constamment. Ce n'est pas un fossile gelé, c'est un monde géologiquement actif. Il est vivant de la même manière que la Terre est vivante, brassant et recyclant ses matériaux de l'intérieur vers l'extérieur. De telles découvertes changent notre vision du système solaire externe. Nous pensions autrefois qu'il s'agissait d'un cimetière froid et vide. Nous savons désormais qu'il regorge de mondes actifs. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes étonné qu'un monde aussi lointain puisse être géologiquement vivant. Mais il reste encore un mystère majeur à résoudre. Nous avons récemment trouvé des preuves que la ceinture de Kuiper ne s'arrête pas là où nous le pensions. Alors que nous étudions des objets individuels comme Eris et Arrokoth, nous avons manqué quelque chose d'énorme concernant la ceinture elle-même. Pendant des décennies, les astronomes ont remarqué une étrange tendance dans les données. Nous pouvions voir des milliers d'objets à partir de l'orbite de Neptune. Le nombre d'objets restait élevé jusqu'à une distance de 50 unités astronomiques. Puis tout s'arrêtait. Le nombre d'objets tombait à presque zéro. Cela ressemblait à une limite nette. Les astronomes ont appelé cela la falaise de Kuiper. L'hypothèse était simple. Le système solaire s'arrêtait à 50 unités astronomiques. Au-delà de cette ligne, il n'y avait rien d'autre que du vide jusqu'au nuage d'Oort, situé à des milliers de fois plus loin. Mais récemment, la sonde New Horizon a commencé à renvoyer des données déroutantes. New Horizon traverse actuellement cette région vide. Elle transporte un instrument appelé compteur de poussière. Si l'espace était vraiment vide, les impacts de poussière auraient dû tomber à près de zéro. Au lieu de cela, le compteur a continué à enregistrer des impacts. Cela suggérait que quelque chose générait des débris. Mais pendant longtemps, nous n'avons pas pu voir de quoi il s'agissait. Les objets étaient trop sombres et trop éloignés pour être observés par les télescopes standards. Cela a changé grâce à une récente étude réalisée à l'aide du télescope Subaru à Hawaï. Les astronomes ont utilisé une nouvelle technique pour scruter les ténèbres plus profondément que jamais. Fin 2024 et 2025,
Ils ont annoncé la découverte d'un nouvel amas d'objets. Ces objets ne se trouvaient pas au bord de la falaise. Ils étaient beaucoup plus éloignés, orbitant entre 70 et 90 unités astronomiques. Cela modifie la carte du système solaire. Il s'avère qu'il n'y a pas qu'une seule ceinture de Kuiper. Il en existe probablement une deuxième, ou du moins une population extérieure étendue avec un espace entre les deux, similaire au disque de débris à plusieurs ceintures observées autour d'autres étoiles. Entre la ceinture principale et cette nouvelle population, il existe un espace vide massif où il n'y a presque rien. Cette structure, composée d'une ceinture, d'un espace vide, puis d'une autre ceinture, est en fait très courante dans la galaxie. On la retrouve autour d'autres étoiles comme Fomalhaut. Nous n'avions simplement jamais réalisé que notre propre système était identique. Nous nous trouvions au milieu du premier anneau, pensant qu'il était le seul. Nous savons désormais que le bord situé à 50 unités astronomiques n'était pas la fin de la ligne. Il s'agissait simplement de la limite de la cour intérieure. Le système solaire est beaucoup plus grand que ce qu'indiquent nos manuels scolaires. Mais même avec cette deuxième ceinture, il reste un dernier problème. Les orbites des objets les plus éloignés sont toutes étrangement alignées. Elles sont toutes attirées dans la même direction et un deuxième anneau de débris n'est pas assez lourd pour produire cet effet. Il y a autre chose là-bas. Le dernier mystère de cette région est le plus grand. Il suggère qu'il nous manque encore une partie importante du système solaire. La preuve vient d'une planète naine nommée Sedna. Lorsque les astronomes ont découvert Sedna en 2003, ils ont immédiatement réalisé qu'elle n'entrait dans aucune catégorie connue. C'est un grand monde rouge, environ 2 fois plus petit que Pluton. Mais le problème n'est pas sa taille, c'est son orbite. Sedna a une orbite incroyablement allongée. La plupart des planètes tournent autour du Soleil sur une trajectoire proche d'un cercle. Sedna se déplace sur une orbite ovale très allongée. Il lui faut environ 11 400 ans pour faire le tour du Soleil. À son point le plus éloigné, elle se trouve à près de 900 unités astronomiques. C'est loin dans l'obscurité, bien au-delà de la deuxième ceinture dont nous venons de parler. Mais le plus étrange, c'est l'endroit où elle se trouve lorsqu'elle est le plus proche du Soleil. Sedna ne s'approche jamais à moins de 76 unités astronomiques. C'est la preuve irréfutable. Pour comprendre pourquoi ce chiffre est important, il faut se pencher sur la gravité. Les objets de la ceinture de Kuiper sont généralement contrôlés par Neptune. S'ils s'approchent de trop près de Neptune, sa gravité les propulse sur des orbites dispersées. Mais Sedna ne s'approche jamais de Neptune. Il reste loin des planètes géantes. En même temps, il n'est pas assez éloigné pour être attiré par la gravité d'autres étoiles ou de la galaxie elle-même. Sedna se trouve dans une zone que les astronomes appellent détachée. Il est dans un no man's land. Il est trop loin pour être poussé par Neptune, mais trop proche pour être attiré par la galaxie. Cela signifie que Sedna ne devrait pas être là. Il n'aurait pas pu se former à cet endroit. Il n'y a pas assez de matière là-bas pour construire un monde de cette taille, et il n'a pas pu être dispersé là par Neptune, car il n'est jamais assez proche pour que Neptune puisse le toucher. Pendant des années, les astronomes ont pensé que Sedna n'était qu'un accident bizarre. Peut-être qu'une étoile de passage, il y a des milliards d'années, l'a entraîné sur cette étrange trajectoire. Mais ensuite, ils en ont trouvé d'autres. Au cours de la dernière décennie, nous avons découvert une poignée d'autres objets ayant ces mêmes orbites détachées. L'un d'entre eux est surnommé le Gobelin. Lorsque vous regardez ces objets sur une carte, vous voyez une tendance se dessiner. S'il s'agissait simplement de rochers aléatoires, leurs orbites devraient pointer dans toutes les directions. Ils devraient être dispersés de manière aléatoire autour du Soleil, comme les pétales d'une fleur. Mais ce n'est pas le cas. Sedna, le Gobelin et plusieurs autres objets extrêmes sont tous regroupés. Leurs orbites s'étendent toutes dans l'espace dans la même direction. Ils sont également inclinés selon des angles similaires. Les chances que cela se produise par hasard sont infimes. Elles sont inférieures à 1 sur 10 000. Ce regroupement nous indique que quelque chose les contrôle. La seule chose qui peut rassembler des planètes de cette manière est la gravité. Et pour avoir suffisamment de gravité pour contrôler des objets aussi éloignés, il faut quelque chose de massif. Les calculs mathématiques désignent un seul coupable. Ils suggèrent qu'une planète massive se cache dans les profondeurs du système solaire. Les astronomes l'appellent la planète 9. D'après la façon dont Sedna et les autres se déplacent, cette planète devrait avoir une masse environ 5 à 10 fois supérieure à celle de la Terre. Ce serait une super-Terre,
ou une mini-Neptune composée de gaz et de glace. Elle orbiterait probablement à des centaines de fois plus loin que la Terre. Comme elle est très éloignée, elle serait incroyablement faible, ce qui explique pourquoi nous ne l'avons pas encore vue. Elle se déplace si lentement qu'elle ressemblerait à une étoile fixe dans nos télescopes, mais sa gravité est la seule chose qui explique l'existence de Sedna. C'est le berger invisible qui maintient ces objets lointains en ligne. Ainsi, lorsque nous regardons la ceinture de Kuiper, nous voyons les empreintes d'un fantôme géant. La carte de notre système solaire a changé. Pendant la majeure partie de l'histoire, nous avons considéré notre voisinage comme un endroit ordonné et organisé. Nous pensions qu'il s'agissait d'un système simple, composé de 8 planètes en orbite autour d'une étoile, entourée d'un vide immaculé. Nous supposions qu'il existait une ligne d'arrivée claire, là où le système solaire s'arrêtait et où commençait l'espace lointain. La ceinture de Kuiper prouve que ce modèle est erroné. Le système solaire n'a pas de limite nette. Il ne s'arrête pas simplement. Au contraire, il s'estompe dans la galaxie. Ce que nous pensions autrefois être un espace vide est en réalité une frontière chaotique gigantesque. Elle est peuplée de milliards d'objets bien plus complexes que nous ne le pensions. Nous avons découvert des mondes comme Arrokoth qui ont préservé la naissance paisible de notre système. Nous avons découvert des objets qui enfreignent les règles, comme Haumea et Quaoar, qui remettent en question notre compréhension de la physique. Nous avons découvert des mondes vivants et actifs comme Eris, là où nous nous attendions à trouver de la glace morte. Et nous avons trouvé des preuves que le système s'étend sur des milliards de kilomètres plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé, cachant peut-être une 9e planète massive dans l'obscurité. Cette région n'est pas seulement un ensemble de restes, elle est le pont entre nous et le reste de l'univers. Elle nous rappelle que même après des milliers d'années à regarder vers le ciel, nous commençons seulement à cartographier notre propre arrière-cour. Quelle découverte de la frontière obscure vous a le plus surpris? Discutons-en une dernière fois ci-dessous. Si vous voulez être là lorsque nous trouverons enfin la planète 9, abonnez-vous. Nous vous informerons dès que cela se produira.